Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, Durablement Vôtre est en reportage dans la bonne ville de Besançon, capitale du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté, et plus précisément à la Citadelle, un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous sommes avec le conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle et du Musée Comtois. Lionel François, bonjour et d'abord merci de nous recevoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, si nous sommes ici avec vous aujourd'hui, c'est parce que le Muséum de la Citadelle de Besançon va ouvrir un nouvel espace, le Naturalium. Expliquez-nous. Le Naturalium sera vraiment la porte d'entrée du Muséum de Besançon, qui est surtout connu pour son parc animalier, pour ses espaces dédiés aux vivants, insectarium, noctarium, le jardin zoologique. Et il fallait vraiment une introduction, on va dire, scientifique, grand public et surtout de vulgarisation pour le plus grand nombre, pour le public le plus large possible, de 7 à 77 ans. On y tient vraiment beaucoup pour que ça soit vraiment très accessible également aux enfants, puisque c'est une exposition dès le début auquel on a pensé, aux enfants, sur la biodiversité, sur ce terme qu'on utilise de plus en plus, qui est très à la mode, mais finalement, qu'est-ce que ça recouvre sur le plan scientifique ? Et c'est surtout ça qui importe à travers ce projet d'exposition. Alors, ce Naturalium et les différents espaces que vous venez de présenter, Lionel François, sont installés ici à la Citadelle, un espace magique, majestueux. Deux mots sur cet espace remarquable de la Citadelle. Alors, on est sur un site Vauban, et qui a une histoire même bien antérieure à Vauban, puisqu'on se trouve au cœur de la ville, sur un éperon barré, qui a connu de multiples vicissitudes historiques, depuis les périodes les plus anciennes, puisque c'est un lieu facile à défendre, et en même temps sur les hauteurs. On domine vraiment tout le secteur. On est à 100 mètres au-dessus de la ville, et ça, de façon totalement naturelle. Et ça, c'est un atout fantastique, et c'est une des caractéristiques fortes de la ville de Besançon. Alors ce Naturalium va ouvrir ses portes le 23 mai prochain, au moment où nous vous rendons visite, Lionel François, en reportage aujourd'hui à Besançon. Vous êtes encore en travaux. Nous sommes ici dans la première salle, l'une des 6 salles de ce Naturalium. Oui, tout de suite d'entrée de jeu, c'est de plonger le visiteur dans ce qu'un scientifique a en tête. Quand il est spécialiste en biologie, ou en tout cas à tout ce qui touche le vivant, a en tête. C'est vraiment ça, mais sans long discours scriptural, avec finalement juste un petit discours introductif oral, et surtout plonger les visiteurs au sein des collections, le plus au milieu. Donc c'est vraiment un cocon, vous voyez, ça monte jusqu'au plafond. Il y en a au ras du sol, il y en a partout. On passe du mammifère aux champignons, de la bactérie en passant aux oiseaux, en revenant aux coquillages, en passant par les champignons. Voilà, je viens de décrire, mais alors très succinctement, l'univers là qui nous entoure. Alors vous disiez tout à l'heure, un peu rapidement peut-être, qu'il y avait d'autres espaces, le parc zoologique, l'insectorium, on ira y faire un tour, un aquarium et un noctarium. Totalement, oui, c'est une des spécificités du jardin zoologique, c'est de mettre l'accent sur une dominante, une spécificité, soit d'espèce, soit de comportement. Le noctarium, c'est le comportement. Comment peut-on vivre la nuit ? Comment s'adapter à la nuit pour un prédateur ou tout simplement un animal ou un végétal pour pouvoir continuer à vivre et être beaucoup plus adapté à la période nocturne que la période diurne. Et il y a énormément d'espèces. Nous sommes des animaux diurnes, on le sait bien. On pense que tout s'arrête durant la nuit. Voilà, certains sont noctambules, mais c'est pas la majorité. Et pour autant, il se passe énormément de choses la nuit. Donc le noctarium, c'est tout à fait ça. L'insectarium, vous imaginez bien ce que ça recouvre. Les insectes, bien Donc sûr. c'est une spécificité du muséum de vraiment mettre l'accent. Or là-dessus, l'expo biodiversité, c'est vraiment de mettre tout ça en relation avec finalement un lieu de réflexion et d'analyse aussi simple possible sur ce grand sujet qu'est la biodiversité. Alors, le Naturalium qui ouvre ses portes le 23 mai, on le disait, Lionel François, 6 salles. Nous sommes ici dans la première. Je propose qu'on passe dans la deuxième. Oui. Je vous suis. Alors, encore des bruits de plastique qui séparent les différentes
salle, parce que vous êtes encore en travaux, mais... Et oui, nous sommes sur un chantier. En bon espoir de terminer. Ici, la deuxième salle. Alors la deuxième salle, eh bien, on est dans... Chaque salle a une dimension à peu près identique et ça nous a finalement imposé le timing. Le timing de manière très claire, c'est obligatoirement en 6 séquences. C'est comme si on allait voir un film en 6 séquences. C'est tout à fait ça, cette exposition. Et là, pour le coup, la deuxième, c'est... Mais comment peut-on expliquer aujourd'hui, comment peut-on classer, et ça c'est un besoin que l'homme a eu depuis toujours, comment peut-on classer aujourd'hui la biodiversité? Qu'est-ce que ça recouvre? Et donc François, ce que vous mettez en scène ici au Naturalium, finalement, les enfants doivent l'apprendre à l'école en cours de SVT, non? Non, alors pas forcément de la manière dont on la présente. Les musées sont des compléments de l'éducation nationale, absolument. Ce sont pas des lieux de formation, ce sont des lieux d'initiation. Et vous recevrez des écoles, bien sûr, absolument, et vous recevez déjà absolument. des écoles. Et puis évidemment, ce sont des lieux de recherche, puisqu'on accueille également des chercheurs. Donc on est totalement complémentaires, et pour la petite histoire, la plupart des collections que vous voyez aujourd'hui dans les vitrines sont d'anciennes collections de l'Université de Franche-Comté. Alors cette deuxième salle, donc plutôt dédiée à l'approche systémique et expliquer comment on en est venu à classer les animaux et les plantes? Totalement, c'est un besoin qu'on a eu depuis la haute antiquité, hein. Platon s'y attelait déjà, et ensuite au fur et à mesure différents chercheurs, surtout de différentes finalement obédiences, philosophes, scientifiques ou autres, s'y sont intéressés jusqu'à vraiment la grande marche qui a été très impressionnante à travers Darwin, et puis depuis ça continue, ça se poursuit, mais on sait que finalement la démarche de Darwin a été particulièrement importante, décisive, pour enfin sortir du créationnisme. Ça a été vraiment un des freins très très importants. Si on se focalise sur le créationnisme, effectivement, on ne comprend pas trop le comment du pourquoi de l'évolution de la vie sur cette planète, sans aucun jugement, évidemment. Lionel François, première salle, immersion, on comprend qu'on va arriver dans un espace qui va nous expliquer des choses, on passe dans cette deuxième salle où on comprend cette fois-ci la classification, la notion de système avec des familles, des genres, des espèces, on a tous appris ça à l'école, et puis une troisième salle dans laquelle on va passer maintenant, qui va nous expliquer quoi, Lionel François? Eh bien, si on explique par un symbole, par l'arbre qu'on appelle, par un mot un peu curieux qu'on appelle l'arbre phylogénétique, hein, puisque maintenant c'est la génétique qui aujourd'hui nous permet d'avancer, notamment en biologie, ça permet de tout simplement de décliner le comment du pourquoi de l'évolution. Certes, maintenant, on a un schéma sous la forme d'une forme arborescente, si vous préférez, avec les premiers êtres vivants, c'est au niveau du tronc, au niveau du cœur des racines, si vous préférez, de cet arbre. Et nous, on est à l'extrême, aux extrémités des feuillages et aux extrémités des branches de cet arbre. Et on est apparu dans les dernières petites feuilles de cet arbre. Et il faut imaginer... Et il n'y a pas longtemps. Et il n'y a pas longtemps. Donc il faut vous imaginer tout ce qui a pu faire ce que sont aujourd'hui les branches beaucoup plus anciennes. Et puis plein de branches ont disparu, en tout cas sont devenues caduques. Donc là, on est dans la salle de l'explication, le moteur. Mais comment tout ça fonctionne? Est-ce que c'est une dynamique qui continue? Oui, elle continue, elle est permanente. Et là, à travers cette salle... On est accueilli ici, Lionel François, par un tigre. Oui, puisqu'on a choisi la famille des Félidés, tout simplement parce que c'est une famille qui est particulièrement bien répandue. C'est une famille de mammifères, donc facile à aborder, assez compréhensible, assez connue du grand public. Mais celui-là est empaillé, on le précise. Alors, l'ensemble est empaillé. Il n'y a pas que le tigre. Vous avez un serval, un lynx, un chat sauvage. Donc, vous voyez, ça, c'est une famille, mais qui permet de montrer qu'à l'échelle planétaire, c'est une famille qui s'est particulièrement bien adaptée, parce que le maître mot de tous ces moteurs, c'est l'adaptation. L'adaptation au milieu de vie. C'est vraiment l'élément clé. Soit on s'adapte de mieux en mieux et ça permet le développement, soit on n'arrive pas à s'adapter, on disparaît. Lionel François, en même temps, l'adaptation a des limites. Aujourd'hui, quand on parle de réchauffement climatique, le risque, c'est quand même qu'on ne parvienne pas à s'adapter, au final, si ce changement est trop rapide, non ? Alors là, c'est une question effectivement concernant l'homme, notamment pour le mode d'adaptation. C'est effectivement, si l'homme ne se prépare pas à une adaptation sur ce qu'il peut se produire à l'avenir, dans un avenir
plus ou moins lointain. S'il est très lointain, ça sera possible. S'il est trop proche, ça sera plus compliqué. C'est une évidence, tout le monde le comprend bien. Et c'est vrai que c'est une question là générale qui est un peu en filigrane à travers l'exposition, qui est un peu plus appuyée à la fin de l'exposition, mais c'est tout à fait effectivement une question de fond, mais auquel on peut répondre à travers finalement ces questions et ces réponses qu'on suggère d'ordre général, mais souvent méconnues ou mal comprises ou finalement mal interprétées jusqu'à présent. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors cette troisième salle qui est dédiée à la compréhension du système, qu'est-ce que le visiteur du Naturalium, qui je le rappelle va ouvrir ses portes le 23 mai prochain ici à Besançon, qu'est-ce que le visiteur va découvrir, va comprendre ? Il va comprendre qu'il y a à la fois des mécanismes sur le plan génétique, mais qu'il y a un mécanisme de plus en plus important et qu'on s'en doutait un peu, mais on en est de plus en plus sûr, c'est l'environnement. Et vous venez d'en parler, on vient d'en parler pour finalement l'avenir de l'homme sur cette planète, puisque c'est ça un peu qui est en filigrane. Mais le mécanisme, il est très lié à ça. Qui maîtrise son environnement maîtrise effectivement sa durée de vie, génération après génération. Là, donc, on aborde tout ne se règle pas sur le plan génétique. C'est une découverte fondamentale du dernier siècle, ça c'est sûr, mais on sait que tout n'est pas totalement lié à ça, c'est surtout tout est interconnecté, tout est lié à l'environnement et aux autres espèces et les interconnexions, ce qu'on a souvent appris à l'école sous le terme d'écosystème. Le nombre d'écosystèmes qui est sur la planète est très très important, mais c'est surtout l'équilibre entre ces écosystèmes qui est fondamental et de nombreux écosystèmes sont malheureusement en déséquilibre, voire en voie de disparition. L'écosystème, c'est le thème de la salle suivante. Totalement, voilà, c'était une manière d'avancer puisque le temps passe vite. On sent aussi une logique évidemment dans la construction même de cette exposition, toujours ce bruit de plastique qui va bien sûr disparaître, j'imagine, après, lorsque le Naturalium sera ouvert. Toutes les vitrines sont ouvertes, les collections doivent être préservées. Tout ce qui est poussière est un vrai problème pour les collections de plumes de poils, et donc c'est pour préserver de ça. Donc là, on est dans la salle écosystème. On est dans une cabane. Et là, on est dans une cabane d'affût même, exactement. Là, l'objectif, c'était aller dans une exposition, dans un bâtiment 18e, de pousser les gens à avoir vraiment le sentiment qu'ils sont au milieu de la forêt. Et la forêt de la région, puisque c'est la reconstitution d'une prairie du Haut-Doubs là, qu'on a souhaité représenter pour montrer finalement la faune et la flore aussi de cet univers et finalement l'écosystème qui règne et surtout la variété des écosystèmes qui règnent. Donc là, on a effectivement, on est dans une cabane d'affût, vous venez de le dire, avec des points de vision, avec
c'est presque plus vrai que nature. Lionel François, quel est l'intérêt aujourd'hui d'emmener des gens dans un musée alors que finalement, c'est à l'extérieur que ça se passe, c'est dehors que ça se passe? Eh bien, en fait, votre question répond déjà en partie. C'est tout simplement, on apprend ici aux visiteurs à gérer son regard. C'est vraiment ça, cette démarche qui, souvent dans la nature, c'est un peu plus difficile. Il se met à pleuvoir, on est fatigué, on a faim, on ne sait plus où on en est, on est perdu au milieu de la forêt. Là, on est très serein, on est calme, on peut y réfléchir, on peut s'asseoir, et en même temps, on dit, mais à quoi servent les cabanes d'affût et pourquoi ce sont des meurtrières? Tout simplement, c'est pour tout simplement orienter son regard. Et orienter son regard par rapport aux collections qui se trouvent derrière. Donc c'est un jeu de scénographie, là, très clairement. Et puis, de part et d'autre, vous voyez, il y a un certain nombre d'écrans. Et là, c'est vraiment maintenant l'outil favori des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir avoir des explications claires, précises et tout de suite et surtout immédiates. Donc là, l'ensemble, et on peut parcourir en même temps, alors qu'on a l'impression qu'on est en pleine nature, on peut parcourir à gauche à travers un écran. On a même l'odeur du bois. Voilà, on a l'odeur du bois, mais on peut parcourir l'herbier de la grosse collection de botanique du Muséum de Besançon, qui est une des plus grosses collections de France. Mais là, évidemment, tout tient sous format numérique, puisque c'est ça l'intérêt d'utiliser les nouvelles technologies. Alors, on est ici à l'intérieur de cette cabane. On va s'approcher peut-être précisément des meurtrières, Lionel François. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Je passe nos regards. Eh ben, déjà, ça oblige à se pencher un peu. C'est ce que vous venez de faire. Et suivant l'âge, on se plie plus ou moins. Et surtout, ça oblige à regarder d'une autre manière ce qu'il y a à l'autre côté de la vitrine. Et évidemment, on a mis l'accent et on met l'accent sur on fait un focus. Pour l'instant, l'exposition est en cours de réalisation, mais vous aurez un système qui fera le focus sur certaines espèces en fonction de leur appartenance à un écosystème. Et là, on verra que les écosystèmes fonctionnent entre eux, interagissent entre eux. Et en même temps, si on veut avoir plus de détails, plus d'informations, les écrans de part et d'autre sont là pour y répondre. Et puis vous avez remarqué, chose curieuse, juste à côté, vous avez une meule de fromage. C'est tout simplement pour aborder l'écosystème bactérien, puisque le goût du fromage, la couleur du fromage est essentiellement lié à son écosystème et à la vie qui s'y trouve. Alors évidemment, savourer un fromage, en fait, c'est détruire un écosystème. Oui, mais c'est le savourer, c'est manger un écosystème et manger toutes les bactéries qui se trouvent, ce qui sont des bonnes bactéries et qui sont très importantes pour nous. Tant que les Américains ne le l'autorisent pas encore. Mais tout un chacun, on est porteur d'énormément de bactéries qui nous aident à vivre et bien vivre. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de biodiversité et de mise en danger de la biodiversité, ce n'est pas uniquement les grands animaux, les grands singes, etc. C'est beaucoup aussi la faune et flore. La microfaune qu'on découvre au fur et à mesure, puisqu'il y a encore énormément de choses à découvrir. On ne connaît pas tout, surtout en microbiologie. Alors on a bien compris aujourd'hui, là maintenant, à cet endroit, que tout se tient à travers cet écosystème que l'on peut apercevoir dans cette cabane d'affût. Et puis en fait, tout ça part de chez nous, part de la maison. Et c'est l'objet de la 5e salle. De la 5e salle, absolument. On vous suit. Alors la nouvel univers, on ne s'y attend pas, Lionel François, puisque nous sommes ici dans une cuisine. Nous sommes dans une cuisine, salon cuisine. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais très rapidement, on est face à des meubles qui nous sont tout à fait familiers, mais l'ensemble de ce qui se trouve dans les meubles, ce sont des collections. Ce sont des collections, mais qui mettent l'accent sur des disparitions, des menaces, et où finalement des dangers de disparition de masse, dans certains cas, liés finalement à essentiellement à notre propre comportement. Alors quand on dit on est dans une cuisine, nous sommes effectivement dans une cuisine avec un meuble de cuisine. Voilà. Il y a un réfrigérateur, il y a un four, une plaque chauffante, un évier. Donc si je vous invite à ouvrir un meuble, tout simplement, on en ouvre un. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une tortue, mais avec un rouleau de sac poubelle à côté en plastique. Ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que cette espèce de tortue est en grave menace de disparition, est classée parmi les espèces les plus menacées et surtout liée aux micro-éléments en plastique qui sont en quantité de plus en plus importante dans les différents océans et mers. Bientôt plus de plastique dans les océans que de poissons. Elle s'étouffe avec ça, elle l'avale avec l'ensemble de ses proies et ça la fait péricliter et ça c'est vraiment une menace là. Donc deux objets tout à fait qui me sembleraient étonnants dans la même vitrine et pourtant
tout est lié. Alors, la menace, elle est là. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus dans les reportages à la télé. On sait aujourd'hui que les sachets plastiques posent problème, notamment aux dauphins, ça touche les gens. Mais là, avec cet espace muséographique du Naturalium, on ouvre une portière. On est à la maison. On ouvre la portière et en réalité, on fait le lien immédiat entre mon comportement et le plastique parce que c'est un sac poubelle que tout le monde a à la maison. Oui, tout à fait. On ouvre une autre portière. Tout à fait. On peut en ouvrir une autre. On est vraiment... Et là, pour le coup, on est face à un certain nombre de produits qui utilisent de l'huile de palme. Mais l'huile de palme... on ne va pas citer de marque, mais voilà, ce sont des produits bien connus, que tout un chacun achète. On trouve sur les rayons de supermarché sans problème. Et en dessous, une espèce finalement qui périclite suite. Donc là, on est face un lémurien, un lémuridé, qui a quasiment disparu. On pense que cette espèce a pratiquement disparu parce que sa forêt a disparu. Donc on pense et notamment pour laisser place aux cultures de plantation d'huile de palme pour ce cas présent. Donc là, le rapport de cause à effet est direct et ça vaut un long discours souvent. Plus jamais je ne mangerai un petit lu, pour ne pas citer la marque, sans penser à ce lémurien. En fait, c'est ça l'effet recherché, c'est impacter le visiteur et qu'il fasse le lien direct entre son acte de consommateur et puis son impact sur l'environnement. C'est ça, Lionel François. Ah oui, absolument. Donc, c'est peut-être pas le petit lu, mais c'est quand même un gâteau de cette marque-là, effectivement, mais qui utilise dans son composant, effectivement, de l'huile de palme. Donc, c'est un vrai problème direct. On le sait, c'est un sujet de société dont on parle, mais on en aborde des moins évidents, des moins, comme par exemple la surpêche du hareng. Donc, quand on voit le four, on verra qu'il y a une pizza à l'intérieur avec des anchois. Or, l'anchois subit une surpêche vraiment particulièrement importante qui risque à terme de conduire à la disparition de l'anchois, alors que franchement, c'est un aliment d'un commun, on est bien d'accord aujourd'hui. Est-ce que bien sûr, le but recherché, j'imagine, Lionel François, c'est de créer un électrochoc pour le visiteur, finalement. Parce que, encore une fois, tout ça, on en entend parler dans les médias d'une façon générale, mais là, c'est une prise de conscience C'est la scénographie directe qui joue, ce sont les collections, c'est la thématique qui joue, c'est tout simplement pour montrer que la problématique, elle est déjà à son domicile, qu'on est directement concerné, qu'on n'est pas étranger à ce qui se passe, que ça se passe non seulement pas au bout de sa rue, ni dans le pays d'à côté, ni l'autre côté de la planète, ça se passe chez soi. Et tous les actes, tous les comportements qu'on a, de nourriture, de loisirs, de rapport à l'achat au sens large du terme, a un impact de pro de loin si on n'y prend pas garde et si on ne réfléchit pas quelques secondes seulement, dans certains cas, pas tout le temps. Maintenant, il y a de plus en plus finalement de solutions alternatives qui sont proposées aux consommateurs. De nombreuses entreprises, de nombreux industriels sont de plus en plus conscients de ça, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vraiment pas réglé, on est bien d'accord. Alors, le Naturalium de Besançon va ouvrir ses portes le 23 mai prochain. On a bien compris, Lionel François, ce cheminement que vous nous amenez à faire ici pour prendre conscience du fait que tout se tient dans l'écosystème sur la planète, que nous n'arrivons pas comme ça par un coup de baguette magique, que nous sommes le produit aussi d'une évolution. Et puis, c'est la dernière des 6 salles. Absolument. Alors là, on va refermer pudiquement la portière sur l'huile de palme. Oui. Alors, j'imagine quand même, Lionel François, que finalement, malgré tout, c'est un peu culpabilisant. On se dit, mon Dieu, j'ouvre mon placard de cuisine, je mange, je sais pas, des harengs ou n'importe quoi, et tout ça m'impacte sur l'environnement. Mais comment faire ? Quel est l'avenir de l'homme aussi sur la planète ? Les solutions sont multiples aujourd'hui parce que énormément d'associations y réfléchissent. Il y a toute une dynamique sociale. C'est pas le Naturalium du Muséum de Besançon qui aujourd'hui découvre la situation générale. Pas du tout. Elle est juste là pour replacer les choses sur le terrain scientifique parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes ou beaucoup d'idées reçues sur le plan scientifique. Là, déjà, c'est pour remettre les choses telles que la science l'explique. Donc c'est un point de vue, c'est le point de vue scientifique qui me semble vraiment essentiel. Il n'y a pas de démarche moralisatrice. Pas du tout, c'est pas l'objectif, du tout. Et là, pour le coup, cette 6e salle, c'est de se poser la question, sans dire on y va, c'est de dire est-ce que finalement on va vers, concernant la biodiversité, vers l'anthropocène, autrement dit, plus simplement encore, vers la 6e crise de disparition de masse de la biodiversité de la planète. Perdu pour perdu, autant ne plus avoir de souvenirs, pas plus
que de mémoire, la mémoire, vois-tu, je n'y tiens plus. Foutu pour foutu, autant ne plus savoir, avais-je trop couru? Étais-je seul dans le noir, j'ai tout confondu, et je ne sais plus. Peut-être que j'avais froid, peut-être que j'avais peur, je ne sais plus pourquoi battait mon cœur. Allons, regarde-toi, ce doit être une erreur, ce n'est sûrement pas ça. Pourquoi battait mon cœur? Perdu pour perdu, autant ne plus avoir à s'avouer vaincu, s'effacer de l'histoire, notre histoire, vois-tu, je n'y tiens plus. Foutu pour foutu, autant ne plus savoir, peut-être que j'avais bu de ce café trop noir, j'ai tout confondu, et je ne sais plus. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Lionel François, nous sommes ici avec vous au Naturalium de la citadelle de Besançon, qui ouvrira ses portes le 23 mai. Vous évoquiez l'Anthropocène, qui serait la 6e extinction de masse de la vie sur Terre, mais cette fois causée par l'homme. Ça serait, voilà, certains scientifiques estiment que ça a déjà commencé, d'autres disent que ça peut être un potentiel à l'avenir, et d'autres estiment que c'est encore dans longtemps. C'est en débat, et nous on propose tout simplement, c'est une expo citoyenne, nous sommes comme tout musée public un vrai service public, et où on invite finalement le citoyen à réfléchir, mais en lui transmettant les informations utiles pour cela. Et c'est vraiment l'objet de cette dernière salle où on invite les gens à réfléchir sur va-t-on vers une 6e disparition de masse. On explique les 5 dernières qui ont déjà existé. La planète a déjà connu des disparitions de masse très très importantes. Bien avant la présence humaine. Bien avant la présence humaine. La dernière est très connue grâce à la connaissance importante qu'on a des dinosaures. C'est la disparition des dinosaures, la dernière grande disparition. Mais c'est lié à un phénomène, on va dire, important, extérieur à la planète. Là, pour le coup, le problème vient d'une espèce vivante sur cette planète. On ne peut pas le nier, on ne peut pas tourner autour du pot en disant non, il y a d'autres raisons. C'est un fait scientifique, qu'on ne le veuille ou non. Et là, c'est un peu d'expliquer ça. Qu'est-ce que signifie une crise majeure? C'est tout simplement au minimum 70% de disparition de toute forme de vie sur la planète. Donc, c'est évident que l'homme y passera. C'est pas, ça se fera sans l'homme. Ça se fera la disparition avec l'homme. Lionel François, une des caractéristiques de la vie sur Terre, on l'a dit tout à l'heure, c'est sa capacité d'adaptation. Est-ce qu'on peut espérer que l'homme étant lui-même un mammifère, finalement a cette capacité d'adaptation et arrivera peut-être à un moment à se dire, bon voilà, j'arrête de me tirer une balle dans le pied, j'arrête de détruire mon propre environnement? Alors, c'est une possibilité, mais est-ce que c'est l'animal le plus adapté pour survivre? On sait que les mammifères ont survécu à la catastrophe qui a fait disparaître les dinosaures, mais les mammifères étaient pas plus grosses qu'un rat ou qu'une. Donc c'est vraiment parce qu'ils étaient petits, adaptés, qui vivaient sous le sol. Est-ce que l'homme qui est omniprésent sur l'ensemble de la planète, qui a besoin de ressources très très importantes sur le plan énergétique, sur le plan alimentaire, est-ce qu'il est en capacité de résister à une crise majeure? J'ai de forts doutes. Maintenant, voilà, c'est un point de vue, et une fois encore, c'est en débat, et là, l'objectif, c'est de faire rentrer tout simplement l'exposition un petit peu, et le visiteur dans le débat, en lui donnant un certain nombre d'informations. Lionel François, le Naturalium de Besançon, ici à la Citadelle, qui ouvrira ses portes le 23 mai, finalement fait le lien. C'est une espèce de point de convergence entre les autres espaces également présents. Je propose qu'on aille y faire un tour. On n'aura pas forcément le temps de tout visiter, mais j'invite vraiment nos auditeurs à venir visiter, non seulement pour la beauté du site de la Citadelle de Besançon, mais aussi pour l'importance de la collection, de la scénographie, de la mise en œuvre. Peut-être le noctarium d'abord, et puis l'insectorium. Absolument, absolument, puisque le noctarium vraiment fait écho à tous ces espaces animaliers. On y va, on vous suit.
Lionel François, nous sommes ici au cœur du Noctarium. Alors on a forcément envie de parler beaucoup moins fort parce que c'est la nuit, c'est le principe même du Noctarium. Et puis des mises en scène extraordinaires de petits mammifères que l'on a tous plus ou moins chez soi. Absolument, ce sont des mammifères européens, hein, donc la plupart vivent bien en France. Et surtout, on a inversé leur rythme jour-nuit. Donc là, dans la pénombre, ils estiment qu'ils sont la nuit, donc on peut les voir. Et la nuit, par contre, on éclaire l'ensemble d'espace de façon bien importante et qui leur donne envie de dormir, puisqu'ils sont inversés par rapport à nous. Nous, c'est la nuit qui nous donne envie de dormir. Eux, c'est l'inverse. Alors, cette mise en scène fonctionne tellement bien que nous avons en face de nous un hérisson d'Europe. Absolument, quand on sait que c'est pas facile de les approcher dans notre jardin, quand on a la chance d'en voir un, il n'y a pas de souci, du moment qu'on ne tape pas contre la vitre, qu'on fait attention, ça permet de le voir en train de se nourrir, là, tout simplement. Et c'est un peu le propre des autres espèces qui sont là. Ça nous permet de voir les campagnols, les mulots, en train de tout simplement d'évoluer. Et pour certains. Alors toujours ce souci aussi de mettre à disposition des enfants, oui. À hauteur d'enfants, ce que l'on voit dans ces espaces d'accueil des petits mammifères. Voilà, les rats des moissons, là on les voit bien. C'est tout petit, ça ressemble à des toutes petites souris, c'est deux fois moins gros qu'une souris. Et donc ces rats des moissons, là on les voit très très bien. Et qu'on rencontre souvent dans les meules, justement, de foin, les meules de paille. Et puis un souci de mise en scène où véritablement c'est leur biotope, c'est leur milieu de vie. Voilà, c'est ce qu'on a. Voilà, un enrichissement du milieu. Et là, pour le plus grand plaisir des plus jeunes. Qui, j'imagine, viennent nombreux ici Absolument. À la citadelle de Besançon, oui. au musée, et en particulier au Naturalium. L'impact sur les enfants, Lionel François, est-ce que les enfants qui visitent ces espaces de musée à la citadelle, bien sûr, apprennent quelque chose, mais est-ce que ça modifie leur comportement, leur regard sur leur environnement ? Est-ce que on peut imaginer, est-ce qu'il y a des études qui tendraient à prouver que leur comportement change et peut-être les amène à davantage préserver l'environnement ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question. On le souhaite, évidemment. Si on fait tout ça, c'est vraiment pour avoir ce type d'action. C'est un complément parfait de l'école. C'est un complément parfait de l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est un lieu où on peut vraiment, finalement, aborder les choses différemment. Là, on voit une maman avec son fils. Alors, c'est tout à fait ça. On distingue à peine parce que... Absolument. Et vous voyez que c'est pas la maman qui guide l'enfant, c'est l'inverse, là. Il fait presque Donc, on voit bien comment ça se passe. Donc, c'est lui qui tire d'un terrain à l'autre, sa mère attirée par ce qu'il voit et en recherche d'informations et de compréhension de ce qu'il voit. Donc ça vaut largement un beau livre d'images, n'est-ce pas ? Absolument, c'est un livre d'images vivant. Et moi, je suis vraiment fasciné par le soin de cette mise en scène muséographique. On est dans la pénombre. C'est vrai qu'en rentrant ici, on a presque le réflexe de parler moins fort, alors que j'imagine que les terrariums sont parfaitement protégés, que les animaux sont bien. Oui. Il y a énormément de gens aussi, Lionel François, vous qui êtes conservateur ici du musée d'histoire naturelle à Besançon, beaucoup de personnel, beaucoup de gens qui travaillent aussi à l'entretien. Oui, c'est une grosse équipe. Il y a une grosse équipe, il y a une grosse équipe de soigneurs. Il y a effectivement, on est sur le site de la Citadelle, plus de 70 personnes en basse saison, beaucoup plus en haute saison, tout simplement pour faire face au flux de visiteurs, et on dépasse allègrement chaque année les 60-70 000 visiteurs par an sans problème. Combien d'espèces, on va avancer un petit peu, Lionel François, combien d'espèces sont présentes ici au Noctarium ? Eh bien, au Noctarium, il y en a plusieurs dizaines, donc au moins une trentaine d'espèces. Alors, on s'attendait à voir, bien sûr, animal emblématique de la nuit, on s'attendait à voir des chauves-souris. Eh bien, oui, effectivement, ça c'est une des espèces qu'on n'a pas, qui nécessite tout simplement un travail particulier et qui peut être un potentiel à l'avenir. Mais les chauves-souris nécessitent également un environnement très particulier, assez grand. Sans compter qu'elles sont protégées. Voilà, et en même temps, on en a sur le site, mais à l'état naturel, qu'on préserve, qu'on protège, qui se trouve dans les souterrains de la citadelle.
Donc on s'est aperçu que si on fait visiter cet espace, ça va les chasser. Bien donc sûr. on ne peut pas les observer, mais à moyen terme, les visiteurs vont pouvoir les voir puisqu'on est en train de placer une caméra actuellement Nouvelle pour pouvoir technologie. les nouvelles technologies pour tout simplement les observer, mais à l'état naturel sur le site. Même s'il n'y avait pas de muséum, mais pas de musée, même pas de construction Vauban, il y aurait quand même des chauves-souris. Donc c'est dire que finalement, si la biodiversité a un droit de présence, c'est bien elle avant tout. Et puis il vaut mieux qu'elle soit effectivement à l'état sauvage et naturel Absolument. dans la On citadelle va que surtout pas finalement. refaire de l'artificiel en scénographie alors que tout est là et de façon Exactement. totalement naturelle. Alors on va sortir en se protégeant un peu les yeux puisqu'on sort de la nuit assez brutalement pour rejoindre le jour. On est de nouveau au cœur de la citadelle de Besançon. Ce sont des espaces séparés avec ce naturalium qui fait la synthèse de l'ensemble de ces espaces, Lionel François, mais on va bien d'un espace à l'autre entre le noctarium, le musée, l'aquarium et puis cet insectorium qu'on va visiter avec vous tout de suite. C'est mon trésor que j'ai là-dedans. Des bougeoirs et des plats d'argent, des chaises, des vases et des couverts en véritable inox de tiers. Des disquettes, des fleurs en plastique, des bibelots qui ont perdu leur nom, des chats brodés, de l'eau bénite, le top de la décoration. Et puis quand le doux est en crue, je trouve parfois un ou deux vélos. Ils sont bien un peu biscornus, mais ces vendeurs, ça fait rétro. Y en a pour des sous, tu comprends, des postifis et des tailleurs. Alors j'expose avec prudence mon inventaire à l'après-vert. Dans mon beau camion jaune, y a toute une collection de petits morceaux de choses que je revends d'occasion. Des petits morceaux de filles rangés dans des cartons que je sors tous les samedis devant mon petit camion. Pour vous ce portable sans fil, voyez ça monsieur, c'est pas du toc. Ah, les nouvelles technologies, c'est tout l'avenir de la drogue. Pour la petite dame, je solde à 30, une véritable culotte fendue. Des comme ça vous n'en retrouverez plus, même sous les propos d'une vieille tante. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il faut bien gagner sa vie. Et puis je dois dire que je me sens un peu écrivain quand je compte le soir de mes tapis, mes fers à cheval, mes timbres postes, mes vieilles poupées faites au crayon, mes clés qui n'ouvrent plus de porte que celles de l'imagination. Et ma beautiful camion jaune, there is a collection of little morceaux de prose that I sell d'occasion. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pour nous rendre à l'insectorium, Lionel François, nous passons ici devant les aquariums. Cet espace, un des espaces du musée de la citadelle de Besançon. C'est un biotope particulier, l'univers des rivières, des fleuves. Et là, pour le coup, l'aquarium aborde toutes les espèces qui se trouvent dans nos rivières françaises. Donc, ce sont des poissons d'eau douce. C'est un des rares aquariums en France qui présente, depuis les torrents jusqu'à l'embouchure du fleuve, l'ensemble des espèces qui existent sous nos latitudes. Donc voilà, avec une espèce emblématique dont on est les seuls à faire l'élevage, qui est l'apron du Rhône, qui est un tout petit poisson, qui
qui est en voie de disparition, qu'on peut voir là, vous voyez, il fait 10 cm à peine, mais c'est une vigie naturelle. C'est-à-dire à partir du moment où on le voit, ça veut dire qu'il y a une pureté, une qualité d'eau remarquable. C'est un peu comme les écrevisses, mais les écrevisses endémiques, pas les envahissantes. Eh bien, c'est très important de l'avoir et de le défendre. Et le Muséum de Besançon a la chance de pouvoir maîtriser l'élevage de ce poisson, qui était difficile à réaliser, qui était encore quasiment infaisable il y a 15-20 ans. Alors on va prendre place ici avec vous, Lionel François, dans la cuisine. Vous disiez que nous passions en allant d'un espace à l'autre, d'une cuisine à l'autre. Je ne sais pas si c'est un concept muséographique. Oui, mais c'est bien français ça, de passer d'une cuisine à l'autre. On va s'asseoir, voilà. Nous voici donc ici à l'insectarium. On aura bien compris bien sûr que c'est un espace de présentation, de mise en scène des insectes, dans le même esprit que le noctarium, avec des terrariums, des vivariums. Des terrariums, voilà, c'est le terme le plus usité, mais l'un comme l'autre sont valables. Et donc là aussi des espèces à la fois françaises, européennes, mais aussi venant de l'autre bout du monde. Tout à fait. On a des espèces exotiques locales. On a des fourmis rousses autant que des dynastercules vivant sous climat tropical. Là, il y a une variété dans le monde de ce qu'on appelle les arthropodes, parce que sachez que les insectes, c'est une partie seulement de ces petites bêtes qui grouillent, mais qui sont essentielles, qui, pour le coup, ont un mode d'adaptation extraordinaire et qui ont beaucoup de leçons à nous donner en termes d'adaptabilité. Donc, combien de visiteurs aujourd'hui, Lionel François, vous qui êtes conservateur ici à la citadelle de Besançon, pour la partie musée qui comporte à la fois l'insectarium, un aquarium, un noctarium et puis bien sûr le parc zoologique et puis bien sûr très prochainement ouverture le 23 mai du naturarium. Combien de visiteurs tous les ans ? Alors tous les ans à l'échelle du site, parce que c'est très difficile puisqu'on ne fait pas un comptage espace d'exposition par espace d'exposition, mais l'entrée générale de la citadelle, l'année dernière, on a dépassé les 270 000 visiteurs payants, donc ça marque vraiment... C'est plutôt considérable pour un musée. C'est considérable, c'est un site majeur culturel, c'est clair, par sa fréquentation en tout cas, c'est le premier de Franche-Comté, donc ça c'est quelque chose de vraiment important. Maintenant, le muséum en tant que tel représente au minimum les 2/3 de cette fréquentation, puisque le parc zoologique, qui est vraiment un élément d'attractivité très fort, très attendu par les visiteurs, et qui surtout crée une habitude de visite régulière, puisque le propre du vivant, c'est que c'est nouveau tout le temps, et donc les enfants s'y sont pas trompés, donc il y a toujours quelque chose de nouveau à observer. Les tableaux sont jamais accrochés au même endroit, quelque part, dans un jardin zoologique. Donc c'est ça qui est formidable. Imaginez un musée, moi qui suis conservateur, je rêverais que les tableaux, la nuit, se déplacent tranquillement et que le lendemain, on se retrouve avec finalement des sculptures, des tableaux, mais pas du tout au même endroit. Les gens reviendraient toutes les semaines. C'est un peu ça, finalement, le jardin zoologique. C'est ce qui fait sa force. Et le public s'y est pas trompé, évidemment. En même temps, est-ce qu'aujourd'hui, Lionel François, il n'est pas un peu anachronique de présenter des animaux en cage ? Alors, je pense que la question est très très importante et elle est normale. C'est une question qui est normale de se poser et qui nous semble tout à fait importante. Nous, en tout cas, pour responsables de muséums, de jardins zoologiques, on est à même d'y répondre, c'est de ne pas y répondre, qui ne serait pas normal. C'est un rôle fondamental, tout simplement, pour la sauvegarde des espèces en voie de disparition. Et la spécificité de Besançon est vraiment cible les espèces vraiment gravement menacées pour cette raison. Et c'est celle-ci qu'on présente avant tout au public et qu'on cherche à préserver par finalement une politique d'élevage pour pouvoir faire perdurer le plus longtemps possible l'espèce avec un espoir certes faible mais qui existe quand même de réintroduction dans le milieu naturel et en même temps ce sont des programmes communs, ces programmes de captivité, d'élevage en captivité, ce sont des programmes communs, des programmes de sauvegarde in situ. Dans pratiquement tous les cas. C'est très très important. Prenons le cas... In situ, ça veut dire, Lionel François ? In situ, dans son secteur de vie initial.
Voilà, tout à l'heure, on parlait du grand hamster d'Alsace. C'est un animal qui ressemble à un cochon d'Inde un peu plus petit, si vous préférez, et qui était en voie de disparition il y a une quinzaine d'années. Donc maintenant, non seulement on l'élève, on le présente là au public, en présentant finalement une espèce assez commune à l'échelle européenne, mais qui sur le territoire national est en train de disparaître, eh bien, a permis également de développer tout un programme de préservation in situ en Alsace, qui est particulièrement important. Alors, ce musée d'histoire naturelle de la citadelle de Besançon, Lionel François, vous en êtes le conservateur, plusieurs espaces, on peut y passer la journée, parce qu'il y a de la restauration, il faut le dire, il y a les chemins de ronde, il y a d'autres espaces encore muséographiques, c'est un très bel ensemble, on peut y passer la journée en famille. Ah mais on ne peut qu'y passer la journée. C'est plutôt ceux qui espèrent n'y passer qu'une heure, où c'est une sacrée gageure. Vous voulez dire faire un reportage pendant une heure ? En courant, je ne sais pas, avec vraiment, ça serait très très compliqué. On y accueille de temps en temps, mais très rarement, même des manifestations sportives. C'est vous dire que c'est un espace de 11 hectares. Hein. C'est immense, c'est très important. Il faut y accéder. Hein. C'était une forteresse Vauban. Mais voilà, c'est la mixité de tout ça qui fait sa richesse, et c'est difficile de faire de moins d'une demi-journée pour ne serait-ce que voir une partie. Et par contre, ça invite énormément à y revenir régulièrement. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Lionel François, nous sommes toujours ici dans la cuisine. Alors quand je dis la cuisine, c'est bien sûr un espace muséographique qui, j'imagine, met en relation et met en perspective la présence des insectes aussi dans la maison. Ici à l'insectarium de la citadelle de Besançon, et avec ce naturalium auquel vous avez beaucoup travaillé, puisque vous êtes l'instigateur, vous êtes le promoteur de cet nouvel espace d'exposition permanente. Un coup de cœur à la fois sur cet espace et puis peut-être sur la citadelle en général ? Un coup de cœur pour le projet du Naturalium, c'est évident. C'est un projet qui de longue haleine pour toute une équipe. C'était le challenge de vraiment motiver les équipes jusqu'au bout, parce que effectivement les motivations du début peuvent comme s'amenuire, devenir un peu difficiles avec le temps. Donc ça, c'était vraiment un challenge formidable pour un sujet essentiel. Pour notre existence, pour notre mode de vie, pour ce qu'on réserve à nos enfants. Hein. Ça semble basique, mais c'est l'évidence même. Donc ça, c'est un vrai coup de cœur. Ça a été un beau projet pour cette raison, un beau projet sur le plan quasiment philosophique, hein, même au-delà de la dimension scientifique. Donc effectivement, c'est ça. C'est lié aussi effectivement à ma formation, au fait que effectivement j'ai eu une approche plutôt sur le champ archéologique, géologique, ethnographique. Je me suis beaucoup intéressé à ça. Et puis ensuite à Besançon, pendant de longues années, je me suis vraiment passionné également pour l'univers des sciences naturelles au sens large, des biotopes, de l'environnement naturel, de l'équilibre de ces environnements naturels. Et finalement, tout ça, c'est lié. Il y a à la fois l'histoire des hommes, leur mode de vie aujourd'hui, et finalement, comment peut-on arriver à un équilibre serein pour l'avenir ? C'est une vraie question finalement. Donc toutes les sciences doivent participer à cette réflexion. Ça ne doit pas être réservé aux biologistes. Pas du tout. D'ailleurs, ils ne le demandent pas à ce que ça soit réservé à leur précaré. Du tout. Il ne le demande plus en tout cas. Vous êtes bisontin, Lionel François, bisontin étant bien sûr le gentillet des habitants, enfin le gentillet de Besançon, le nom des habitants de Besançon. Oui, c'est le nom des habitants de Besançon. Non, je suis byzantin de cœur, adopté il y a maintenant 16 ans. Je viens de la région parisienne. Et puis j'ai bifurqué à travers différents postes en province, en passant par exemple par Boulogne-sur-Mer, Étaples-sur-Mer, et puis ensuite je suis redescendu ici. Donc une formation parisienne, un amour de la province, il n'y a pas d'autre mot, et puis vraiment un coup de cœur pour cette ville, pour finalement tout ce qu'elle réserve, et à travers un site fantastique qui est particulièrement important et qui vit finalement de nombreuses tribulations, autant que de nombreux projets, et qui ne me fait que finalement me passionner pour cette dimension culturelle où on croise à la fois le domaine scientifique, le domaine historique, le domaine artistique également d'une certaine manière, et c'est essentiel finalement à notre plaisir de vivre tout simplement.
Le Naturalium de Besançon, ici à la Citadelle, Lionel François, c'est un budget conséquent. De combien ? C'est un projet, le projet Naturalium, qui rayonne, je tiens à dire, sur l'ensemble du muséum, qui n'est pas uniquement la salle d'exposition qu'on vient de visiter en chantier, mais qui rayonne sur l'ensemble, est un budget de 480 000 euros. Avec un mode de financement particulier. Oui, nous sommes de plus en plus aidés, tant mieux, par des mécènes qui s'impliquent de plus en plus sur des projets culturels de ce type. Et là, c'est doublement culturel, puisque c'est à la fois sur un site historique, mais abordant un sujet scientifique très très important qui concerne vraiment de très près finalement les enjeux de demain vis-à-vis de notre société. Lionel François, une dernière question. Vous qui êtes, alors déjà, je l'ai dit, l'initiateur de ce Naturalium, ouverture le 23 mai prochain, vous êtes aussi dans la partie recherche, évidemment, de par votre fonction même de conservateur. Votre regard sur l'état de la planète et les chances de l'humanité de s'en sortir ? Alors, je ne suis pas chercheur. Par contre, j'échange avec les chercheurs et je suis vraiment à leur écoute pour l'ensemble des informations. L'avenir est vraiment menaçant. Il faut le comprendre comme ça. Il n'est pas, comment dire, bouché, mais il risque de l'être si on n'y prend pas garde à l'avenir. Si je peux, en tout cas, transmettre ne serait-ce qu'un message simple, c'est celui-là. Il est particulièrement menaçant. C'est notre responsabilité d'aujourd'hui, c'est la responsabilité des générations qui arrivent aujourd'hui, et donc c'est véritablement un sujet essentiel. Merci Lionel François pour votre accueil. Je vous remercie aussi. Je rappelle que vous êtes le conservateur du Muséum et du Musée Comtois ici à la Citadelle de Besançon, où nous avons pu découvrir en avant-première le Naturalium, un nouvel espace d'exposition permanente entièrement dédié à la biodiversité, qui ouvrira ses portes au public le 23 mai, c'est donc dans quelques jours. Vous avez pu écouter l'étude opus 10 numéro 5 sur les touches noires de Frédéric Chopin, interprété par Guillaume Bellhomme, nommé pour les victoires de la musique classique 2017 dans la catégorie Révélation soliste instrumentale, et des extraits de Pourquoi battait mon cœur d'Alex Bopin et Dans mon camion par le groupe Les Grenouilles de Salem. 3 artistes qui ont en commun d'être originaires de Besançon, des Bisontines et Bisontins donc. Merci aussi à Marie-Pierre Papazian et Émilie Kahn du service marketing et communication de la Citadelle de Besançon qui nous ont permis de réaliser ce reportage dans le site prestigieux de la Citadelle, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour en savoir plus, découvrir la Citadelle de Besançon qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie, rendez-vous sur le site citadelle.com. Vous pouvez écouter et réécouter cette émission et toutes les précédentes sur le site durablementvôtre.fr.